Donc, je vais commencer par me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Valérie Dodini, je suis déléguée régionale adjointe de la GFIP Occitanie. Je suis particulièrement en charge dans notre organisation du développement d'alternance sur l'ensemble de la région Occitanie. Je suis basée à Toulouse, d'où ma présence aujourd'hui. Je travaille avec une équipe qui est au complet aujourd'hui, Nadine Blanc, Muriel Dubos et Isabelle Picard. Et par ailleurs, nous avons mobilisé, et j'en remercie Nathalie Bail, qui représente le cabinet Axeis et qui porte notre ressource handicap formation. Et vous verrez que c'est un véritable appui et levier mobilisable sur notre sujet. Je ne vais pas déflorer le sujet, elle aura l'occasion de se présenter tout à l'heure et de présenter clairement ce qu'elle peut vous apporter. Alors déjà, merci à tous d'être présents. On a quasiment l'ensemble des OPCO qui sont représentés aujourd'hui. Pour les quelques absents, ce sont des OPCO avec qui, par ailleurs, on travaille déjà. Le but aujourd'hui, c'est de vous fournir un maximum d'informations par rapport justement à l'impact que représente la réforme de l'apprentissage dans vos organisations, en lien aussi avec la réforme de l'obligation d'emploi et notamment de poser l'ensemble des complémentarités que nous allons avoir, notamment, mais pas seulement sur le financement des contrats d'apprentissage. Donc, premier objectif. Et par ailleurs, l'enjeu, et vous le comprendrez aisément au gré de la présentation, c'est la GFIP est en fait au cœur de l'écosystème mobilisable sur le développement de l'alternance en général, d'accord, au sens où on est en prise à la fois avec les entreprises, à la fois avec les CFA et à la fois avec les OPCO, et c'est des relations de partenariat qu'on va, qui plus est, développer pour la partie OPCO. On est également en relation avec les personnes, mais intermédiés cette fois-ci par notre réseau Cap Emploi. Donc, en étant au cœur de cet écosystème, on a en fait les leviers pour faire en sorte de développer l'accès des personnes en situation de handicap à l'apprentissage, et c'est notre objectif et objectif partagé puisque vous êtes présents aujourd'hui. Autre sujet, vous verrez qu'on a les moyens de vous accompagner à travers différents leviers qu'on va vous présenter aujourd'hui. Mais vous verrez que ça part de, ça peut être un levier financier, puisqu'on mobilise des aides financières pour favoriser la conclusion des contrats. Mais on intervient aussi beaucoup et de plus en plus sur la professionnalisation des acteurs, notamment auprès des CFA, et on les outille notamment sur l'évaluation des besoins de compensation qui est au cœur du système du financement des contrats d'apprentissage. Ouais. Et on intervient également sur l'accompagnement des entreprises. Et en dernière partie, on aimerait discuter avec vous de comment justement on pourrait développer nos partenariats avec vos structures. Vous verrez que là, ces partenariats, ils peuvent passer par différents degrés de profondeur, entre guillemets. Ça peut aller d'une collaboration sur une action très ponctuelle, très opérationnelle, en réponse aux besoins de vos entreprises adhérentes, comme ça peut aller sur un partenariat plus construit, plus fourni, plus transversal, qui peut se matérialiser soit par la construction d'une feuille de route commune et conjointe sur plusieurs types d'actions, mais qui peut aller aussi jusqu'à la conclusion de conventions de partenariat pouvant s'adjoindre à une subvention financière. Voilà, donc on va essayer d'évoquer tout ça aujourd'hui. Vraiment, n'hésitez pas, il y a des temps d'échange après chaque séquence. N'hésitez pas à vous poser toutes vos questions et on fera en sorte d'y répondre. Voilà. Je vous laisse la main, mesdames. Muriel, tu passes le diaporama? Muriel? Ah, Muriel, on ne t'entend pas. Ouais, parce que j'ai pas la main du coup. Si on est tous… enfin,
Non, je ne peux pas passer, c'est même Muriel qui le partage. Oui, oui, pardon. Vous m'entendez là? J'ai un Oui. problème avec mon. Pardon, je vais faire après, je vais trouver. C'est parti. OK. Alors, hop. Alors, le contenu de cette matinée, donc Valérie, là, on a déjà plus ou moins parlé. Donc, on va parler donc, de la majoration du coût contrat, la complémentarité donc, qui est proposée par la GFIP, les aides à destination des employeurs, les apprentis, donc AGFIP, l'accompagnement des entreprises et les pistes de collaboration, donc OPCO, AGFIP, et puis bien évidemment un temps d'échange, questions-réponses, donc à la fin. Donc là, je vais vous parler donc de l'évaluation des besoins. Donc, ce qu'il faut, juste pour rappel, au niveau de la loi du 5 septembre 2018, elle prévoit donc notamment 5 axes, donc notamment la certification Calliope, l'obligation donc dans tous les CFA de nommer un référent handicap, une personnalisation des parcours, un niveau de prise en charge majoré, et un référentiel d'évaluation des besoins. Alors, le rôle du référent handicap, il a un rôle notamment de chef d'orchestre. Hein. Il doit savoir mobiliser les expertises, il doit aussi savoir mobiliser les outils et les réseaux utiles, il doit suivre, il doit évaluer et il doit communiquer et être en veille. Voilà. Concernant le rôle des RHF, donc comme vous l'a dit Valérie, hein, c'est donc notre appui donc en Occitanie, c'est donc Nathalie Bail d'Axeis. Donc son rôle notamment, c'est d'aider le référent handicap du CFA à conduire une évaluation des besoins de l'apprenti et à la mise en œuvre des adaptations. Il aide également le référent handicap du CFA à identifier les acteurs clés, à associer à l'analyse des besoins et l'identification des solutions de compensation. Voilà, pour établir un plan d'action, co-construire un plan d'action. Donc, je passerai la main à la fin de mon intervention, donc la parole à Nathalie Bail pour qu'elle puisse vous détailler un peu plus donc, sa mission. Alors, un outil en ligne proposé par la GFIP, évaluer les besoins d'un apprenant en situation de handicap. Alors, effectivement, la GFIP met à disposition une grille d'analyse qui facilite l'expression et la qualification des besoins induits par la situation de handicap. Elle permet aussi de faciliter la sollicitation de financements complémentaires auprès de la GFIP et le suivi des aménagements réalisés. Donc, c'est un outil qui est en ligne, encore une fois, sur le site La GFIP. Alors, solliciter des financements. Alors, pour solliciter un financement auprès de l'OPCO, si la personne est reconnue travailleur handicapé, le CFA positionne donc les besoins identifiés sur la grille de calcul du coût de la majoration. Et ensuite, le CFA donc, joint au CFA apprentissage une facture correspondant au montant de la majoration sollicitée dans la limite des 4 000 € par an. Pour évaluer les besoins, le CFA utilise un référentiel qui prévoit 6 modules qui permettent de valoriser le temps passé pour évaluer les besoins de l'apprenti et les actions que le CFA mettra en œuvre pour apporter un appui à l'apprenti et qui permet de déterminer le montant de la majoration des niveaux de prise en charge. Alors, il y a 6 modules. 6 modules donc, qui sont affichés. Hein, là, donc vous avez le module 1, module 2, donc il y a 6 modules. Ce qu'il faut savoir, c'est que le module 1, il est inévitablement mobilisé et il permet de décider d'activer certains des autres modules, donc des modules 2 à 6. Pour ce module, et seulement pour ce module 1, un montant au forfait. Donc, il y a 3 niveaux d'évaluation distincts. Donc, l'évaluation initiale socle, qui est de 350 €
pour l'année 1, l'évaluation renouvellement, donc 150 € pour l'année 2, et l'évaluation initiale complémentaire, 150 € au cours de l'année 1. Alors, les prestations préfinancées par la GFIP, notamment les PASS, la plateforme de prêt, restent mobilisables et n'ont pas vocation à entrer dans le coût demandé par l'OPCO. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pour que guider le CFA dans l'évaluation des besoins, la GFIP propose des appuis à titre gracieux, donc notamment la RHF, ensuite les prestataires d'appui spécifiques, donc les PASS. Donc les PASS, elles viennent en appui aux missions des prescripteurs et aux référents de parcours, et elles sont mobilisables à tout moment du parcours de la personne. La plateforme de prêt de matériel, l'objectif de cette plateforme de prêt de matériel est de permettre aux personnes handicapées et aux professionnels qui les accompagnent d'avoir un accès rapide à des moyens techniques de compensation, de manière ponctuelle pour lever les freins liés au handicap. Le contenu, ça comprend donc l'installation du matériel, la formation à la prise en main du matériel, l'assistance technique, l'acheminement, l'enlèvement et le retour du matériel, la maintenance et l'assurance du matériel. C'est une prestation d'une durée de 1 à 3 mois maximum. Alors, si ces appuis sont mobilisés pour évaluer les besoins, le CFA ne peut les valoriser dans le montant demandé à l'OPCO, puisque ces appuis sont déjà financés par ailleurs par la GFIP. Muriel, tu peux passer à la suivante, s'il te plaît, merci. Alors, l'étape 2, demande complémentaire auprès de la GFIP. Alors, effectivement, si les besoins identifiés sont supérieurs à 4 000 €, si l'apprenti n'est pas titulaire d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, si les dispositifs financés par la GFIP, tels que les PASS ou la plateforme de prêt de matériel, n'ont pas pu être mobilisés, alors à ce moment-là, le CFA adresse une demande complémentaire à la GFIP et déduit du montant demandé à la GFIP le montant financé par l'OPCO. Alors, le CFA doit adresser à la GFIP une demande d'intervention, donc c'est un dossier à GFIP, accompagné donc du titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi de la personne, de l'apprenti, l'outil d'évaluation des besoins de l'apprenant complété, notamment sur les onglets contexte et analyse des besoins, un RIB du destinataire de la subvention, c'est-à-dire du CFA. Et s'il s'agit d'un apprenti handicapé, le CERFA du contrat, ainsi que la facture adressée à l'OPCO au titre de la majoration. Je vais laisser la parole à Nathalie. Oui, d'accord, ok, bonjour. Donc, je suis Nathalie Bail, donc prestataire du cabinet Axéis et donc mandatée par la GFIP Occitanie donc, pour la mise en œuvre donc, du service RHF sur la région Occitanie. Donc, ce service, il y a plusieurs volets en fait dans le service d'appui RHF. Donc, on va voir là le premier volet qui est un appui aux situations individuelles. Et donc, le service RHF vient en appui, entre autres, des référents handicap donc, qui sont présents au sein des CFA ou des OFA. Alors, en quoi il vient en appui? Il vient en appui particulièrement justement pour l'évaluation des besoins en compensation dans le cadre de l'accueil donc des apprentis en situation de handicap. Alors, en gros, c'est un peu un processus, c'est pour ça que je l'ai présenté un peu sous forme d'une frise, dans l'idée qu'au départ, il y a déjà repéré, donc ce qui est une problématique pour des fois les CFA, de repérer une situation de handicap, je veux dire,
pratiquement en amont, le mieux étant en amont de la signature du contrat. Donc, ça peut être à travers les échanges avec le référent de parcours ou alors dans le cadre d'un entretien d'accueil en fait, avec la personne qui peut présenter sa situation ou alors en fonction du parcours antérieur aussi de l'apprenti, on peut repérer des situations potentielles de handicap ou alors ça peut être en cours de parcours, j'allais dire un peu malheureusement, même si c'est jamais trop tard, mais ça peut être aussi en cours de parcours parce que, bon, soit par une demande de la personne qui rencontre des difficultés ou alors les formateurs aussi qui peuvent se rendre compte de difficultés de la personne. Donc l'appui, la RHF, il vient où? On le verra plutôt tout à l'heure, c'est plutôt sur le volet collectif. Dans les cadres des actions de professionnalisation, on forme donc les référents handicap des CFA et des OFA, justement pour qu'ils aient des outils et se donnent les moyens de pouvoir repérer des situations de handicap. C'est vraiment un élément important pour pouvoir anticiper le plus en amont possible, pour pouvoir justement mettre en place ensuite les adaptations qui seront nécessaires. Donc là, cet appui, il est à travers les actions de professionnalisation. Mais dans le cadre de l'accompagnement aux situations individuelles, l'idée, c'est aussi que le référent de handicap au sein du CFA ne soit pas seul, en fait, et puisse s'appuyer sur des expertises en interne, mais aussi en externe, justement pour évaluer les besoins en compensation d'une personne. Ils ne sont pas, même si on les forme, les référents handicap ne sont pas des spécialistes en fait du handicap. Ils deviennent les spécialistes de la méthode pour justement évaluer les besoins en particulier. Et là, l'idée, c'est de les accompagner, les aider à savoir identifier justement quel type d'acteurs ils vont avoir à mobiliser à la fois en interne. Alors, c'est l'expertise du CFA et souvent on les incite à solliciter aussi les équipes pédagogiques qui peuvent être force de proposition aussi pour proposer des adaptations par rapport à une personne en situation de handicap. L'expertise, bien sûr, aussi de l'entreprise, à travers le maître d'apprentissage ou l'employeur. L'expertise du référent de parcours, si référent de parcours il y a, par exemple des conseillers Cap Emploi, qui peuvent être aussi d'une aide, parce qu'ils connaissent aussi, ils peuvent connaître la personne en situation de handicap. La personne elle-même, alors ça on insiste beaucoup pour que les référents handicap questionnent aussi à la fois à travers les difficultés potentielles que peut rencontrer la personne au regard de sa situation de handicap, mais j'allais dire aussi les ressources, parce que bien souvent, elles sont aussi actrices pour définir les solutions de compensation qui sont à mettre en place dans le cadre de leur formation. Donc, c'est aussi pouvoir associer la personne, justement, à la définition des besoins en compensation dans le cadre de sa formation. L'expertise aussi des acteurs spécialisés, donc Isabelle a évoqué, donc, en particulier les prestataires PASS, en effet, qui sont financés par la GFIP, mais aussi d'autres structures spécialisées qui peuvent être sollicitées, ou aussi des structures qui sont intervenues en amont, donc dans le cadre du parcours de l'apprenti, voilà, des établissements spécialisés aussi, qui peuvent être force de proposition aussi dans l'évaluation des besoins en compensation. Donc là, la RHF, le service RHF, elle peut venir en appui, en effet, du référent handicap pour l'aider un peu à identifier l'ensemble des acteurs clés qui seront utiles à associer pour l'évaluation des besoins en compensation. Voilà. Ensuite, on passe à la troisième étape, qui est celle, en effet, de l'évaluation concrète des besoins en compensation pour un apprenti en situation de handicap. Alors, on préconise souvent que cette évaluation elle se fasse à travers des temps collectifs, en fait, de co-construction, en fait, des solutions de compensation. Justement, en associant toutes ces personnes qu'on a repérées là dans le cadre de l'étape 2, pouvoir avoir une analyse croisée, en fait, des besoins pour pouvoir ensuite proposer, en fait, des solutions de compensation qui tiennent compte de différentes modalités, parce que le risque, ça peut être aussi de penser simplement à un type d'adaptation, alors qu'il peut y avoir des adaptations à la fois techniques. Donc, Isabelle les a évoquées tout à l'heure, ça peut être des aides techniques, mais il peut y avoir aussi des adaptations pédagogiques. Donc là, c'est pour ça que l'équipe pédagogique peut être force de proposition, des adaptations organisationnelles aussi qui peuvent être mises en place, et bien sûr aussi des compensations humaines aussi par rapport à du soutien ou autre. Tout ce qui est d'ailleurs pris en compte dans les possibilités des modules de la majoration du coût contrat. Voilà, donc l'idée, c'est de vraiment qu'en collectif,
arriver à co-construire donc ces solutions de compensation. Et là, le rôle de la RHF, c'est de pouvoir venir en appui des référents handicap des CFA, justement pour co-animer en fait ces temps de réflexion collective. Et aussi un appui technique justement au remplissage de l'outil AGFIP dont Isabelle a parlé tout à l'heure. Voilà, ça fait vraiment partie du cœur de la mission RHF, en fait, du service appui RHF, de venir, c'est vraiment un service, c'est pas une prestation, mais c'est un service d'appui, et ça peut, dans cette étape 3, être important de pouvoir accompagner en fait le référent handicap pour définir collectivement donc les besoins en compensation. Ensuite, donc, le référent handicap, dans la 4e étape, il a à mettre en œuvre les aménagements qui ont été repérés lors de l'étape 3 et solliciter, donc, si besoin, en effet, un financement auprès de l'AGFIP, si, comme le disait Isabelle, donc on est au-delà des 4 000 euros pris en charge dans le cadre de la majoration du coût contrat. Et donc, dans le cas de la mise en œuvre de ces adaptations, mais là aussi, la RHF peut venir en appui. Parce que c'est des fois pas toujours si simple que ça. On a pu définir des adaptations, mais comme il faut associer les équipes pédagogiques, voire les équipes administratives en interne, il peut des fois y avoir des difficultés. Et donc là, la RHF peut venir en appui donc du référent handicap pour l'aider à ce que soient mises en œuvre les adaptations. Voilà. Et enfin, il y a une 5e étape. Alors, la RHF peut être présente, mais j'allais dire, c'est plus le rôle là, quand même du référent handicap qui va veiller au suivi des aménagements, parce que ça, c'est important aussi. Bon, toujours en lien avec la RHF si besoin, hein, mais on peut avoir mis en place des aménagements qui nécessitent de pouvoir être à nouveau un petit peu adaptés, j'allais dire, en cours de parcours. Donc, d'où la pertinence d'ailleurs dans le cadre de la majoration du coût contrat, je trouve, qui est cette possibilité de faire une évaluation complémentaire justement, au cas où il y ait des besoins supplémentaires qui soient repérés dans le cadre de la première année de formation. Donc voilà en gros l'appui que peut proposer la RHF. C'est un appui tout au long du parcours, hein, du processus en fait. Alors moi j'étais très enchantée de pouvoir participer à cette réunion ce matin parce que c'est vrai qu'il y a des questionnements qui se posent en termes de temporalité parce qu'il y a cette évaluation-là, vous le voyez, si on associe tout le monde, si on prend le temps de faire une évaluation vraiment qualitative des besoins, ça nécessite un peu de temps en fait. Et donc il y a le temps de l'évaluation et c'est en ça que je me dis comment on va arriver à peut-être être à la fois réactif pour… Il y a une temporalité dont il faut tenir compte, je pense, aussi jusqu'à quand les CFA vont pouvoir faire des demandes auprès des OPCO. Est-ce qu'il y a une temporalité nécessaire? Voilà, ça, c'est des questions que je me pose parce que, bon, voilà, du fait que l'évaluation va prendre un tout petit peu de temps. Voilà. Donc, c'était une question que je posais d'ailleurs, qui m'intéresse voilà, dans le cadre de l'accompagnement que je peux faire auprès des référents handicap des CFA. Alors, vous m'entendez? Oui? Oui, oui. Ah, super, ça fonctionne avec le micro. Donc, effectivement, merci Nathalie et merci Isabelle. Et Nathalie d'introduire déjà une première question, on va dire. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à cette intervention, n'hésitez pas, c'est le moment. Aussi, c'est vrai que, si je peux me permettre, pour rebondir sur les propos de Nathalie, c'est vrai que vraiment on se questionne parce qu'on sait qu'il y a une temporalité des engagements par rapport au fait de déclarer l'embauche et l'emploi d'une personne en situation de handicap, de vous retourner le CERFA, la convention, et du coup, effectivement, pour évaluer ses besoins, peut-être la temporalité est différente. Et est-ce que vous avez déjà identifié ce questionnement-là? Est-ce que vous avez déjà apporté des réponses dans vos process? C'était un peu aussi là-dessus où nous souhaiterions avoir votre retour. Je vais débuter si vous voulez bien. Donc Fabrice Roussel pour Uniformation, le pro de la cohésion sociale. La grille que vous avez présentée pour le calcul de la majoration, c'est un outil qui est commun donc à tous les CFA. C'est un outil qui est réglementaire, qui est proposé. Enfin, comment il est utilisé par les CFA?
Myriam. Oui. Comme tu veux, Isa, je te laisse ou sinon je ne t'entends pas par contre, Isabelle. J'ai pas le son, j'ai pas entendu, excusez-moi. Je posais la question à savoir la grille de calcul pour la majoration en handicap, c'est un outil qui est un outil réglementaire qui s'impose à tous les CFA, c'est un outil qui est proposé. C'est un outil qui est proposé, en fait, qui est mis en ligne donc à disposition des CFA. Voilà. C'est un outil qui est là pour faciliter justement ce calcul sur la majoration du co-contrat. D'accord. Okay. Vous pouvez d'ailleurs, vous aussi en tant qu'OPCO, aller voir, disposer de cet outil et voir à quoi il ressemble et le contenu. Il y a différents onglets. Alors là, on n'a pas de quoi, j'ai pas prévu de le projeter, j'aurais pu le faire. Mais voilà, on pourra vous envoyer le lien et vous pourrez aller voir effectivement. Voilà. Il est à disposition, il est en ligne sur le site AGEFIP, donc à disposition de tous. Et les CFA peuvent l'utiliser comme ils le souhaitent. C'est un outil qui est certes proposé, pas imposé, hein, c'est une ressource de plus en fait hein, pour les aider, les outiller dans la démarche. Par contre, c'est un outil qui a été travaillé nationalement par la GFIP en lien avec la DGEFP et aussi en lien avec certaines associations représentatives de CFA et notamment ce qu'on appelle l'apprentissage adapté. Donc dans notre région, on a quelques représentants parce qu'il y a des CFAS aussi qui existent, hein, des CFA spécialisés qui n'accueillent que des personnes en situation de handicap et ou des personnes ayant un handicap social, on va dire, hein, donc plus éloigné de l'emploi, etc. Et certains représentants de CFA de droit commun. Voilà. Donc proposer, mais travailler conjointement avec les différentes instances. Voilà. Très bien, merci. Ben, j'en profite pour répondre aussi à la question, nous, sur la question de procédure. À ce jour, tous les engagements, tous les coûts engagés se font vraiment au démarrage du contrat, donc y compris sur la majoration handicap. C'est quelque chose qui peut-être peut évoluer, mais à ce jour, que ce soit donc, le coût contrat, la majoration, les frais annexes, tout doit être très clairement établi dès le départ. Donc, il n'y a pas un cadre à ce jour pour un avenant, je dirais, s'il y a en cours de contrat. Mais je ferai remonter justement donc, ce cadre auprès de notre national. Sachant qu'effectivement, pour bien comprendre du coup par rapport à vos process, hein, donc vous dites que c'est mobilisé dès le démarrage du contrat, vous pour déclencher le coût majoré, vous n'exigez pas, hein, c'est ça l'évaluation des besoins de compensation? Non, pas ma connaissance. Nous, effectivement, voilà. on a vraiment, enfin, quand je dis nous, au niveau OPCO, on nous demande effectivement de faire d'engager donc les demandes concrètement. Donc, d'où ma question également en amont sur le support, comment il est utilisé, ce qui s'impose à tous, etc. Puisque, à ma connaissance, dès lors que le CFA établit, donc répertorie quand même, donc les coûts de majoration, à ma connaissance, ça nous est suffisant. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, c'est bien l'information qu'on avait. Merci de ces précisions, mais comme quoi, effectivement, c'est une différence par rapport à nos modes de financement, vous l'avez compris, puisque nous, intervenant en seconde voie et en complémentarité du droit commun que vous représentez, en fait, et uniquement s'il y a des besoins complémentaires, du coup, nous, pour pouvoir cofinancer derrière, on exige ce diagnostic des besoins, d'accord? Mais voilà, j'entends que vous, ce n'est pas nécessaire, bien sûr. Vous déclenchez d'abord, ça facilitera hein, le financement du co-contrat. Hein, du coup, ça répond à une question aussi sur les délais, hein, du coup. Mais voilà, c'est une différence. Nous, pour compléter, si besoin était, il faut qu'on ait ce diagnostic double outillage qu'on a essayé de mettre en place. Mais l'outil est très intéressant, parce qu'en plus, comme il y a quand même un cadrage par module sur les coûts, on rentre dans l'analytique, donc ce n'est que mieux finalement. Merci. Il y avait d'autres questions de la part des OCO, questions ou réactions ou étonnements. Si pas d'autres questions, on enchaînera sur l'autre partie, mais on ne veut pas.
Parce que le biais, nous, que l'on avait pu, en discussion avec Nathalie, le biais à certaines pratiques, c'était que, de fait, sachant que le plafond de cette aide pouvait être 4 000 €, c'est que pour en bénéficier et se laisser de la souplesse, potentiellement, par facilité, les CFA pourraient peut-être tendre à demander systématiquement ou à solliciter le plafond sans faire une évaluation trop poussée. Et c'était peut-être aussi par rapport à ce sujet-là, mais c'est vrai qu'on est encore au démarrage, on n'a pas mis en place, enfin voilà, on n'a pas encore reçu vraiment des demandes, mais est-ce que, je ne sais pas si sur d'autres OPCO, vous avez aussi peut-être ces interrogations, ce risque, identifier ce risque? C'est peut-être un peu prématuré, effectivement, là. Ça va venir, mais Vous nous entendez bien quand même, du coup? Je m'étonne que... Oui. Non, non, je vous entends bien. Hein. Ah oui, d'accord. Rassurez-vous. On vous entend bien. Après, si je peux me permettre, donc c'est Pauline Palassin de l'Opcommerce. Le support et les explications sont très claires. Donc moi, j'ai pas de questions particulières par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que j'irai jeter un coup d'œil sur l'outil sur le site de la GFIP par rapport à la majoration des coûts contrats. Parce que j'ai pas encore eu l'occasion forcément d'y aller. Mais après, dans l'ensemble, non, c'est très clair. Merci beaucoup. En tout cas, sachez qu'effectivement, bon là maintenant c'est encore très tôt, on est sur le démarrage, etc. Mais nous, ça fait partie des choses qu'on essaiera de suivre en fonction des informations qu'on arrivera à recueillir, hein, de suivre également cette évolution du coût contrat pour vérifier que c'est aussi cohérent avec les besoins de compensation dont on a parlé. On va peut-être enchaîner du coup sur le reste de la présentation. De toute façon, les questions peuvent venir après coup. Hein, il n'y a pas de nécessité à s'astreindre à chaque partie. Voilà. Je peux me permettre d'intervenir juste avant que vous passiez. C'est Virginie Cherrier de l'OPCO des entreprises de proximité. Je suis en train de rechercher là dans mon historique justement par rapport à cette question. Et je viens de trouver une information qui peut être intéressante, en tout cas dans le cadre de notre gestion, puisque j'ai eu cette question d'un CFA par rapport à ce forfait de 4 000 €. Et ce qu'on lui a répondu, c'était de marquer dans sa convention le maximum, donc de marquer les 4 000 €. Et ensuite, une fois que toute l'évaluation et tout le travail avait été fait, eh bien de nous facturer au réel, en fait. Donc, je sais qu'en tout cas, chez nous, c'est possible de prendre le temps d'étudier ça et du coup de facturer dans un second temps par rapport à la réalité de cette évaluation. Voilà, c'était pour répondre à votre question. Ah, d'accord. Donc je reformule juste pour savoir si j'ai bien compris. Donc, bien sûr. Contrairement donc, à l'OPCO cohésion sociale hein, tout à l'heure, vous n'allez pas payer tout au démarrage du contrat, vous allez payer au fur et à mesure de la fourniture des factures, c'est ça? Alors, disons que la facturation alors je ne vais pas vous dire de bêtises, du coup, vous me mettez le doute, mais non, effectivement, ça va, puisque c'est un acompte qui va être versé au démarrage. Ensuite, la prise en compte de ce forfait se fait pas au moment du premier acompte, elle va se faire après. Donc, du coup, ça laisse le temps au CFA et à tous ces intervenants d'évaluer justement le montant. De la même manière qu'on peut le faire pour les frais de premier équipement ou voilà, autre que ce forfait-là. On va s'ajuster au réel en fait par rapport à la facturation. Mais par contre, il faut au préalable que dans la convention, ce soit bien mentionné le montant maximum de 4 000 € en indiquant que ce sera facturé bien sûr au réel. D'accord. Merci de cette précision. Voilà. Donc, vous versez un premier acompte oui. au moment du démarrage du contrat et après, effectivement, d'accord, j'ai compris. Merci beaucoup. Je me permets, ce sont des modalités qui sont communes aux OPCO. Hein. Sur les modalités, il faut bien distinguer l'engagement initial et après les modalités de règlement auprès du CFA. D'accord, c'est ça que je n'avais pas identifié. Merci. Donc, vous ne verserez pas s'ils ont fait une évaluation
de 4 000 €, vous verserez quel montant par rapport à cette… Spontanément, alors, on va engager le montant demandé. D'accord. Après, effectivement, on a bien, effectivement, il y a 3 temps de règlement réglementaire auprès du CFA. Là, on rentre dans un aspect technique que je ne maîtrise pas, mais on va engager en tout cas le montant demandé initialement. Si la facturation est moindre, on réglera moins, bien sûr, mais en tout cas, on va engager sur la base du demandé. Ok, d'accord. Merci. Donc, si je comprends bien, c'est dans l'idée au départ de s'engager sur 4 000 € avec un premier acompte dans un premier temps et ensuite d'ajuster au réel, de ce que je comprends de ce que disait la personne précédente. C'est un petit peu ça l'idée? Oui, tout à fait, ouais. D'accord. Tout à fait. Et cela, comme vous l'avez précisé, ce seront des modalités communes. Donc, l'ensemble des OPCO vont procéder de la même manière. Là, je ne sais pas si on peut se prononcer par rapport à ça. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on représente… Enfin, moi, personnellement, je suis conseillère formation, je ne suis pas au siège, je n'ai pas encore de retour par rapport à cette question. En tout cas, je peux parler pour nous. Je ne peux pas vous dire pour l'ensemble des OPCO. Et le montant du premier versement, il correspond du coup à quoi? Alors ça, par contre, c'est réglementaire, c'est-à-dire que c'est un acompte. Alors, je ne vous cache pas qu'il a rechangé, mais, c'est un acompte par rapport au… Je suis resté sur 50%. Bon, à vérifier peut-être, mais je suis resté sur 50%. Donc, ça avait changé, mais… En fait, c'est un acompte du montant total. Donc là, il faut retourner dans les textes pour aller les rechercher. Les textes de loin. OK. Ouais. Merci. Ouais. Alors, je ne vous vois pas comme je projette le diaporama et comme cela va être ma partie. Est-ce que je poursuis? Ou il y a d'autres questions? Excusez-moi, je ne vous vois pas du tout. Oui, c'est Séverine Lejean de l'OPCO Santé. Juste une petite question, alors purement technique. Est-ce qu'on pourra avoir le support que vous avez projeté après la réunion? Oui, bien sûr. Information. Oui. Très bien, merci beaucoup. Je poursuis? C'est bon? Allez, alors, sur cette partie, nous allons vous présenter les aides à destination des employeurs et des apprentis. Hop. L'AGEFIP propose aux personnes handicapées et aux entreprises privées de bénéficier d'aides financières. L'offre a pour objectif global de sécuriser le parcours professionnel des personnes handicapées et vise prioritairement à compenser le handicap dans l'emploi. Au printemps 2020, dans un contexte de crise sanitaire et professionnelle liée à la pandémie du Covid-19, l'AGEFIP a mis en place des mesures exceptionnelles d'urgence. De nouvelles aides ont été instaurées pour soutenir les employeurs privés et les entrepreneurs handicapés, ainsi que les personnes handicapées dans cette période si particulière où l'économie est mise à mal et où les personnes en situation de handicap sont très exposées aux risques sanitaires et professionnels. La crise sanitaire perdurant, nous avons décidé de maintenir ces aides exceptionnelles jusqu'au 30 juin 2021, voire jusqu'au 31 décembre 2021 pour l'apprentissage. En fonction de l'évolution de la crise sanitaire, elles seront prorogées si nécessaire jusqu'à la fin de l'année. Dans les diapositives qui vont suivre, nous allons vous présenter les aides exceptionnelles spécifiques au contrat d'apprentissage. Nous ferons un focus sur les aides exceptionnelles de soutien à l'employeur et nous vous présenterons un récapitulatif des aides financières mobilisables dans le cadre de l'apprentissage. Alors, ici, donc deux aides exceptionnelles. Alors, pardon, je ne vois pas le diaporama. Deux aides exceptionnelles spécifiques au contrat d'apprentissage. Donc, la première aide, c'est l'aide majorée à la conclusion d'un contrat d'apprentissage avec une personne handicapée. Donc, cette aide, excusez-moi. Alors,
Ici, donc, l'AGEFIP s'engage à soutenir les entreprises pour l'embauche d'alternants handicapés tout au long de l'année 2020. Donc, dans cette aide, quels sont les employeurs concernés? Tout employeur d'une personne handicapée, dès lors que le contrat d'apprentissage signé est d'une durée minimum de 6 mois et que la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à 24 heures. Donc, c'est pour les contrats conclus à partir du 11 mai 2020, le montant de 1 000 à 4 000 euros. C'est une aide plafonnée. Son montant est proratisé en fonction de la durée du contrat de travail et à compter du 6e mois. L'aide est cumulable avec les aides à l'emploi délivrées par l'État ou les régions. Pour rappel, l'État a mis en place une aide exceptionnelle à destination des employeurs qui recrutent en apprentissage. Son montant est de 5 000 euros pour les mineurs et 6 000 euros pour les majeurs. Vous retrouvez cette aide sur le site travail-emploi.gouv. Et en matière d'apprentissage également, la région peut contribuer au financement des CFA quand les besoins d'aménagement du territoire et du développement économique qu'elle identifie le justifient. Vous retrouvez également les aides de la région sur le site apprentissage en région Occitanie. Et enfin, le FIP contribue également à soutenir l'apprentissage. Et également sur son site, les aides sont indiquées. Alors, concernant l'autre aide, concernant l'aide exceptionnelle de soutien à l'emploi du personnel handicapé en contrat d'apprentissage. Alors, c'est une aide qui vise à soutenir l'emploi d'une personne en contrat d'apprentissage, dont l'objectif est de soutenir les entreprises pour maintenir les contrats en alternance des personnes handicapées. Donc, cette aide a été également prolongée jusqu'au 30 juin 2021. Qui est concerné par cette aide exceptionnelle? Tout employeur de droit privé de moins de 250 salariés ayant embauché au plus tard au 30 juin 2020 une personne handicapée dont le contrat d'apprentissage est en cours d'exécution à la date du dépôt de la demande et se poursuit au-delà du 30 juin 2020. Les modalités, le contrat a été conclu au plus tard, je l'ai dit, pardon, excusez-moi, et l'aide, donc le montant, l'aide financière est forfaitaire et s'apprécie en fonction de l'âge de l'apprenti. Elle varie de 1 500 € à 2 500 €. Alors, dans cette slide, nous présentons un focus sur les aides exceptionnelles de soutien à l'employeur. Toutes les informations et les formulaires destinés aux professionnels sont disponibles sur le lien que je vous ai présenté, http www.agfi.fr/conseiller-l'emploi. Alors, ici, donc, nous avons donc l'adaptation de l'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'évolution professionnelle. L'objectif de cette aide, c'est de financer les besoins nouveaux qui peuvent apparaître dans le cadre de la prise de poste, de la prise de poste, oui, ou suite à une évolution du poste de travail consécutive à la crise sanitaire et aux conditions de reprise de l'activité. Le montant maximum de l'aide est de 3 000 €. L'aide exceptionnelle à mise en place du télétravail. L'objectif, accompagner les employeurs tenus d'organiser le travail à distance et leur permettre la continuité de l'activité. Son plafond est de 1 000 €. L'aide exceptionnelle pour la prise en charge du surcoût des équipements spécifiques de prévention Covid-19. Son objectif est de soutenir les employeurs tenus de mettre en place des mesures de prévention du risque Covid-19 nécessaires dans l'entreprise. Le montant est déterminé en fonction de la nature du matériel et de son surcoût. L'aide exceptionnelle pour la mise en œuvre de la solution de maintien dans l'emploi et l'adaptation de l'aide à la recherche de solutions pour le maintien dans l'emploi. L'objectif de la première est de donner du temps à la mise en œuvre d'une solution de maintien dans l'emploi. Pour la seconde, c'est de financer des frais occasionnés pour la recherche de solutions de maintien dans l'emploi, temps de concertation, réunions.
Leur montant est de 2 000 €, c'est une aide forfaitaire. Et enfin, l'aide au soutien à l'exploitation. L'objectif est de soutenir des entrepreneurs handicapés de secteurs touchés par des fermetures administratives, même s'ils n'ont pas bénéficié auparavant d'une aide de l'AGEFIP. Alors, sur cette aide, en fait, elle a été adaptée donc l'année dernière, quand elle a été mise en place, c'était simplement à destination des entrepreneurs handicapés qui avaient été accompagnés par l'AGEFIP et qui avaient déposé un dossier de création d'activité. Là, nous avons décidé, donc en 2021, d'élargir les conditions d'accès et de soutenir les entrepreneurs handicapés qui ont été touchés par les fermetures administratives. Donc, le montant forfaitaire, il est de 1 500 €. Et enfin, nous avons fait un récapitulatif des aides financières mobilisables dans le cadre de l'apprentissage. Donc, nous avons l'aide à l'adaptation des situations de travail. L'objectif est de permettre l'insertion et ou le maintien dans l'emploi par l'adaptation du poste de travail d'une personne handicapée. Son montant, donc l'aide, est évaluée après analyse de chaque situation dans une logique de stricte compensation du handicap. L'aide technique et l'aide humaine, leur objectif est de compenser le handicap grâce à des moyens humains ou techniques afin de favoriser l'autonomie d'une personne handicapée dans son parcours vers l'emploi. Le montant maximum de l'aide technique est de 5 000 €, pour l'aide humaine de 4 000 €. L'aide au déplacement, aménagement de véhicules ou recours au transport adapté. L'objectif, favoriser l'accès, le maintien à l'emploi ou l'exercice d'une activité indépendante pour une personne handicapée ayant des difficultés à se déplacer. Le montant maximum de l'aide est passé au 1er mars 2021 à 11 400 €. Alors, depuis le 1er mars, un petit aparté, depuis le 1er mars 2021, la GFIP et le FIP ont donc adapté leur offre, on tend vers une convergence de l'offre, et pour donc l'aide au déplacement et l'aide aux prothèses auditives que nous verrons juste après, les montants ont été sont les mêmes maintenant, et donc la GFIP a réévalué le montant. L'aide au parcours vers l'emploi. Donc l'objectif est de couvrir les frais nécessaires à la réalisation du parcours vers l'emploi. Le montant maximum de l'aide est de 500 €. Donc tout public est concerné par cette aide. Si effectivement la personne en situation de handicap est dans un parcours vers l'emploi. L'aide exceptionnelle au parcours de formation. L'objectif est de couvrir les dépenses d'équipement informatique nécessaires à la continuité du cycle de formation. Le montant maximum de l'aide est de 500 €. Et enfin, l'aide aux prothèses auditives. L'objectif est de compenser le handicap d'une personne déficiente auditive utilisant un appareillage auditif. Le montant maximum de l'aide est passé du 1er mars au 1er mars 2021 à 800 € pour une prothèse et 1 500 € pour 2 prothèses. Voilà, nous avons décidé de vous faire un éventail des aides qui pourraient être mobilisables dans le cadre de l'apprentissage. Vous retrouvez bien évidemment ces aides sur le site de la GFIP avec des précisions concernant ces aides et les modalités pour en faire la demande. Pardon. Donc, voilà, nous passons aux questions-réponses. Et si vous avez des questions par rapport à l'offre de la GFIP et donc des aides financières mobilisables, nous sommes à votre écoute. Moi, j'ai une petite question. Pardon. J'ai une petite question par rapport à tout ce que vous venez de présenter. Concrètement, l'entreprise
un projet avec un CFA pour embaucher une personne en situation de handicap. On vient de voir, c'est quand même assez compliqué. Il y a beaucoup d'aides. Est-ce que, du coup, vous êtes vraiment l'intermédiaire? On oriente l'entreprise vers vous et c'est vous ensuite qui allez les guider pour pouvoir aller solliciter les personnes ou les partenaires concernés pour bénéficier de ces aides. Est-ce que vous êtes l'intermédiaire? C'est votre rôle? C'est ça ma question. Alors, je vais tenter d'y répondre et puis après, mes collègues viendront à ma rescousse. Donc, oui, effectivement, enfin, le pôle alternance est là pour répondre aux questions. Après, donc, certaines aides sont des aides qui sont dites prescrites, d'autres ne le sont pas. Prescrites, c'est-à-dire que c'est le service public de l'emploi qui intermédie, qui donc voilà, participe à ces aides. Je vais, Nadine, peut-être, je vais. En fait, c'est voilà, où Isabelle, vas-y. Ce sont les prescripteurs, donc Pôle emploi, Cap emploi, et éventuellement les missions locales qui sont normalement là pour établir une demande et prescrire cette demande, en fait. Voilà. Et l'AGFIP peut également être prescriptrice, c'est-à-dire qu'on peut également nous solliciter pour pouvoir prétendre à cette aide et accompagner donc l'entreprise sur le montage du dossier, etc. Voilà. Mais c'est effectivement, comme le dit Muriel, il y a certaines aides qui sont prescrites. Donc ça passe obligatoirement par les prescripteurs, donc notamment, comme je redis, Pôle emploi, Cap emploi, les missions locales, et éventuellement la GFIP. Celles qui ne le sont. Vous pouvez, juste une précision par rapport à toutes ces aides, effectivement, donc là, on vous a fait un peu une liste, comme on dit, à la Prévert, mais effectivement, comme vous l'a dit également Muriel, vous pouvez retrouver donc toutes ces aides sur le site de la GFIP. Il y a on appelle ça un catalogue de la GFIP, un catalogue qui reprend donc toutes ces aides, qu'elles soient classiques ou exceptionnelles. Donc, ça s'appelle le guide Méthodia, et là, vous y avez accès. Et là, vous avez, en fait, tout est noté sur ces aides, savoir si elles doivent passer par un prescripteur ou pas. Enfin, voilà. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur le site de la GFIP. Donc, on pourra vous donner le lien également d'accès sur le guide Méthodia. Oui, sachant qu'effectivement, enfin, au titre du partenariat qu'on vous propose, mais on y reviendra typiquement en fin d'intervention plus précisément, le but, c'est d'être facilitant pour vous et de répondre aux besoins de vos entreprises. Donc, à votre niveau, qui plus est sur l'alternance, il y a tout un volet d'aides qui ne sont pas prescrites, spécialement, donc il peut être modifiable. Et souvent, pour des contrats apprentissages, il n'y a parfois pas de prescripteur. Donc, c'est une difficulté supplémentaire parce que les personnes ne sont pas forcément accompagnées avant de rentrer en apprentissage. D'accord? Donc, pour vous faciliter la tâche par rapport au questionnement que pourraient avoir vos entreprises adhérentes, l'enjeu, effectivement, et notre proposition, c'est effectivement que vous nous relayiez ces sollicitations et qu'on prenne le relais en accompagnant les entreprises. Et nous, si on a besoin de mobiliser un prescripteur après coup, que ce soit Cap emploi, Pôle emploi ou les missions locales, en fonction des référents de parcours de la personne, on saura le faire. Mais vous, en guise de facilitation, l'enjeu, c'est de pouvoir travailler justement sur ces collaborations parce que vous ne pouvez pas être effectivement, et ça le mesure bien, des spécialistes de toutes ces aides. On vous les présente pour vous présenter le partenariat, les opportunités, les leviers qui peuvent exister. Mais l'enjeu, c'est bien de pouvoir nous passer le relais pour que nous, on puisse justement passer toute l'information utile et accompagner vos entreprises en complémentarité de votre propre accompagnement, évidemment, sur vos missions. Et peut-être, si je peux me permettre, un complément, si on parle plutôt de la partie CFA auquel vous faisiez référence, c'est vrai qu'on vous a présenté, et Nathalie Bail a présenté toute la partie et l'intervention de la RHF dans le cadre de la majoration du coût contrat, mais bien entendu, l'intervention de la RHF, elle en parlera
mieux que moi même, va au-delà, c'est-à-dire que dès lors que, de la même manière, un organisme de formation ou un CFA ou un OFA identifie une personne en situation de handicap et identifie des problématiques, il peut faire appel à la RHF qui sera également, qui nous informera de la situation, mais aussi qui a la possibilité très rapidement de faire le lien et d'articuler tous les acteurs justement et de faciliter cette articulation entre tous les acteurs et de mobiliser au regard de la situation le bon acteur également pour faire en sorte que la solution trouve, que les besoins trouvent des réponses rapidement. Je ne sais pas Nathalie si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, tout à fait, parce que c'est aussi le rôle la mission du référent handicap au sein du CFA, elle est au sein du CFA, mais elle est aussi dans le suivi aussi avec au niveau des entreprises. S'il y a des besoins au niveau des entreprises, ils sont aussi le relais et souvent ils peuvent revenir vers moi. Et après, je peux me rapprocher dans le cadre du service RHF. Bon, plus particulièrement sur les aides financières, je ne suis pas moi-même spécialiste de chacune de ces aides, mais je fais le relais après au niveau du pôle alternance. En effet, s'il y a des questions particulières par rapport à des aides financières que pourraient mobiliser les entreprises. Donc, le lien, en effet, comme le dit Nadine, les liens se font entre les différents acteurs. Et les référents handicap peuvent être des ressources aussi pour relayer les besoins aussi des employeurs. Donc, il y a différentes voies d'accès, en fait. Mais c'est vrai que moi, je suis plutôt en lien quand même avec mes interlocuteurs, ça reste les référents handicap des CFA. Donc, en fonction des demandes qu'ils font remonter, après, on essaie toujours de trouver des solutions, en effet, et répondre, quels que soient les besoins. Ok, je vous remercie pour vos réponses. Si je peux me permettre, nous faisons également des webinaires et pour informer sur les aides avec plus de détails et nous informons, nous proposons aussi des échanges et sur notre offre et qui peut être facilitant. Nous allons poursuivre. Si vous n'avez pas plus de questions, oui, nous allons poursuivre. Nous avons fait le choix également, avant d'aborder, comme le disait Valérie, peut-être aussi les pistes de collaboration. Certains d'entre vous connaissent mieux peut-être que d'autres la totalité de notre offre de services. Et globalement, on a souhaité vous présenter et aborder, vous présenter l'offre d'accompagnement des entreprises proposée par la GFIP. Alors, du coup, on va passer au slide suivant, s'il te plaît. Globalement, cette offre, c'est une offre, alors on dit au plus près des entreprises, mais c'est une offre qui vise à accompagner globalement la mobilisation du monde économique et social au sens large. Et cette offre, elle se caractérise par 4 grands axes assez distincts. La première partie, le premier axe, on pourrait dire, c'est une offre de conseil et d'accompagnement que nous proposons aux entreprises de manière individuelle. C'est-à-dire que c'est une offre qui est proposée donc pour la GFIP aux entreprises qui relèvent du secteur privé, mais comme sont les entreprises que vous accompagnez, vos adhérents, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, qu'elles soient assujetties ou non à l'obligation d'emploi. Après, on y reviendra un peu plus dans le détail pour vous préciser en quoi concerne cet accompagnement. Le deuxième axe de notre offre d'intervention concernant les entreprises, c'est une proposition, c'est une offre d'animation d'un réseau des référents handicap. Alors, ce réseau des référents handicap a été lancé et initié il y a maintenant quelques années. C'est un réseau qui est national, mais qui est animé régionalement et parfois plus localement en fonction des partenariats qu'on peut mener. Et ça, c'est des choses qui se construisent également dans le temps. Là, de la même manière, il va s'adresser à toute personne qui porte le sujet du handicap au sein de son entreprise. Que ce soit une grande entreprise et identifiée avec une mission handicap au sein de son entreprise, mais qu'elle soit en charge des ressources humaines et qu'elle porte également cette question-là au sein de sa propre entreprise. Globalement, donc aujourd'hui, dans le cadre des rencontres que nous menons et que nous mettons en place,
Bon, cette année, et comme l'année dernière, au regard du contexte sanitaire, nous avons déployé et transformé nos rencontres sur des formats distanciels. Et dans le cadre de cette animation, nous proposons, on va dire, 2 types de formats. Un format de rencontre de ces référents handicap sur des thématiques que l'on préidentifie et qui sont des thématiques identifiées au regard aussi de besoins, parce qu'on sonde nos référents handicap et nos entreprises sur quels peuvent être leurs besoins. Et on va traiter ces besoins sur une demi-journée. En présentiel, parfois, c'était même sur une journée. C'est des séquences de travail qui visent à favoriser les échanges entre pairs, le partage d'expériences, visant aussi parfois à co-construire des outils ou des projets pour aller plus loin. Et également, cette année, on a fait le choix également de déployer une offre qui a vocation d'être, enfin, une offre, des propositions d'ateliers sur des formats plus courts, qu'on appelle en 50 minutes chrono. C'est des click and collect pour faire référence on va dire, à des termes que l'on a commencé à intégrer, on va dire, dans notre langage. L'objectif, c'est de donner rendez-vous à ces référents handicap tous les premiers mercredis de chaque mois sur des séquences durant lesquelles nous allons traiter un sujet de manière plus opérationnelle, tel que par exemple le mois dernier, nous avons traité la présentation de l'espace emploi de la GFIP. Et plus globalement aussi, comment travailler sur une fiche de poste inclusive. La prochaine séquence qui sera animée début mai va traiter de la convention de politique d'emploi GFIP, qui est aussi un outil parfois méconnu pour les entreprises et pour structurer leur politique d'emploi. Globalement, donc, il est assez simple, il faut adhérer à notre réseau, mais l'adhésion il n'y a pas de participation financière, et dans ce cas-là, les entreprises sont inscrites et ils reçoivent les invitations. Et c'est quelque chose, mais on le verra aussi dans les pistes de collaboration, qu'on peut aussi travailler avec vous sur la mobilisation des différents réseaux. Le troisième axe qui relève effectivement de cet accompagnement proposé par l'AGFIP, c'est la mise en œuvre d'approches sectorielles, thématiques ou territoriales. Alors, je sais que certains d'entre vous ont déjà été associés à des actions dans le cadre du PRITH, c'est du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. On a pu mener des approches sectorielles sur le secteur du transport, sur le secteur du numérique, sur le secteur de l'industrie agroalimentaire. On a eu aussi des actions vis-à-vis du secteur de la métallurgie. C'est voilà, mais également on peut aussi travailler, on y reviendra dans la dernière partie avec vous, sur peut-être des approches au regard des besoins que vous aurez analysés sur un territoire donné, sur peut-être un secteur d'activité plus restreint et plus voilà, qui pourrait nous amener à collaborer ensemble et à déployer une approche spécifique. Et le quatrième grand point qui fait partie effectivement de cette offre globale, mais pas des moindres, c'est le fait de travailler en partenariat. On sait qu'effectivement, pour favoriser l'inclusion, l'intégration des personnes handicapées dans les pratiques à long terme des entreprises, ben, il faut s'appuyer sur des partenariats, et dont notamment des partenariats avec vous-même, les OPCO. Mais nous y reviendrons effectivement par la suite. Je souhaitais, comme je vous le disais, faire une petite focale, mais très, très succincte. On ne va pas vous détailler notre offre de conseil et d'accompagnement individuel que nous proposons aux entreprises. L'objectif, c'était quand même de vous préciser quel est effectivement cet appui que l'on peut proposer, cet accompagnement que l'on peut proposer aux entreprises. L'objectif, tout d'abord, c'est effectivement de permettre aux entreprises de répondre à leurs besoins individuels. Ça peut être une réponse, comment répondre à l'obligation d'emploi, comment améliorer leur réponse à l'obligation d'emploi. Mais comme je vous le disais, ce n'est pas que des entreprises qui peuvent être assujetties. Donc, c'est aussi des entreprises qui ont une volonté d'initier des actions d'emploi handicap, qui peuvent qui peuvent être sur des métiers, des secteurs en tension, et au final, l'élargissement du sourcing par recours à l'emploi de personnes en situation de handicap peut être également une réponse aussi à leurs besoins,
ou plus globalement un souhait de développer une politique handicap sur du plus long terme. Pour répondre effectivement à ces besoins, nous réalisons bien entendu une analyse approfondie du contexte de l'entreprise, de leurs pratiques, qui va nous amener effectivement à élaborer un diagnostic. Alors, pour élaborer ce diagnostic, nous pouvons l'élaborer nous en interne, mais également on s'appuie sur des prestataires qu'on a pu retenir. On prend en charge cette prestation à 100%, donc il n'y a pas de reste à charge pour l'entreprise. Et l'objectif, c'est effectivement d'aboutir et de proposer aux entreprises un plan d'action qui sera adapté à leurs besoins, à leur contexte, à leurs pratiques, concret et qui permettent des résultats qui puissent être mesurables. Voilà, et on sait que globalement, voilà, on souhaitait aussi vous faire cette présentation, cette petite focale, parce qu'on sait que vous-même, dans vos outils, vous proposez des diagnostics, alors qui peuvent être tout à fait complémentaires avec nos diagnostics, et dès lors, on peut travailler également ensemble sur des collaborations auprès des entreprises que vous accompagnez, pour que vous puissiez justement étendre du coup et compléter peut-être des diagnostics que vous menez avec vos adhérents sur le sujet du handicap. Je ne sais pas si… Alors, on a prévu des questions-réponses un peu à la fin de l'intervention, mais si vous souhaitez, vous pouvez aussi m'interrompre. Il n'y a pas de souci si vous avez des questionnements. Hein. Non, donc du coup, je vais continuer. Alors, on a fait également le choix de vous présenter l'autodiagnostic handicap. Alors, qu'est-ce que c'est l'autodiagnostic handicap? Alors, c'est tout nouveau. Tout nouveau. C'est un nouvel outil qui résulte de travaux qui sont pilotés par qui ont été pilotés, par la DGEFP et la GFIP. Alors, ces travaux ont débuté en janvier 2020. L'objectif étant de proposer un nouvel outil qui puisse permettre aux employeurs d'intégrer durablement le sujet du handicap dans leurs pratiques et leurs stratégies. Donc cet outil, comme je vous le disais, a vu le jour grâce à ces travaux pilotés par la DGEFP et la GFIP, mais pas que. Ont été associés à ces travaux, bien entendu, des entreprises, des partenaires Cap Emploi, Pôle Emploi, et vous-même, je sais que certains d'entre vous ont collaboré à ces travaux qui ont amené à la production de cet autodiagnostic handicap. Globalement également, en lien, mais ça, on va y revenir, pour que ça fonctionne, au-delà de construire l'outil, il y a eu aussi tout un travail de construction sur un état des lieux, des ressources que chacun pouvaient proposer et de leur capitalisation pour qu'effectivement, en fonction du questionnaire d'auto-évaluation qui sera renseigné pour l'entreprise, on puisse effectivement leur proposer des outils et les réorienter vers des ressources qui sont existantes et dont peut-être ils n'ont pas la connaissance. Donc, pour qui, quel est le public visé par cet autodiagnostic handicap? L'autodiagnostic handicap est aujourd'hui disponible et porté par la plateforme monparcourshandicap.gouv.fr. Donc, le choix a été fait qu'il soit porté par l'État. Donc, sur Mon Parcours Handicap, il faut aller dans les services et services aux entreprises, mais là, vous avez le lien et c'est quelque chose, je pense que déjà, peut-être certains d'entre vous communiquent sur cet autodiagnostic sur leur propre site internet, mais effectivement, nous en faisons le relais et je pense que vous également, ayant participé aux travaux, vous pouvez en faire le relais. Il s'adresse à tout employeur, quel que soit son niveau de maturité, sur le sujet du handicap, qui souhaite progresser en continu, je veux dire, pour l'inclusion des personnes handicapées dans l'entreprise et dans la société. C'est un guide pour inciter les entreprises à la réflexion et à l'action. En fait, ce service autodiagnostic handicap est également un service complètement gratuit. Alors, comment il fonctionne pour ceux qui ne le connaissent pas ou ne le savent pas? Les employeurs en ligne renseignent un questionnaire d'auto-évaluation. Alors, malgré tout, ça reste
un diagnostic anonymisé, c'est-à-dire qu'en aucun cas, on va demander aux entreprises de renseigner leur raison sociale, de renseigner leur SIRET. Par contre, pour qu'ils puissent bénéficier de certaines actions, on va leur demander leur accord pour enregistrer leur saisie, notamment en premier lieu parce qu'on leur demande quelques indicateurs, à savoir leur taille, leur territoire, leur secteur d'activité, leur taux d'emploi. Et ces éléments vont permettre de pouvoir obtenir des bilans, on va dire des bilans qui leur permettront également de se situer par rapport à ces indicateurs-là, en fonction des éléments qu'ils auront pu renseigner, ils pourront se situer et ils auront une photographie de leur situation, justement par rapport à ces indicateurs, quelle est leur position par rapport à leur taux d'emploi, par rapport pour les entreprises, par exemple, sur un même secteur d'activité, par rapport à des entreprises de même taille ou qui sont basées sur un même territoire. Alors, globalement, ce questionnaire, c'est un questionnaire qui va balayer de nombreuses thématiques. 6 thématiques ou 6 modules sont à renseigner. Chacun comprenne 26 questions, je pense. Et alors, ça prend un peu de temps, mais à l'issue de chacun des modules, les entreprises ou les employeurs, parce que je vais plutôt parler d'employeurs, parce qu'il a vocation également d'être déployé. Alors, je reviens je fais un peu de rétropédalage, tant pour les employeurs du secteur privé que du secteur public. Pour le moment, il est vraiment déployé et on va dire actif pour les employeurs du secteur privé, mais également il a vocation aussi de pouvoir être utilisé par les employeurs du secteur public. Ça, c'est une information un peu parallèle. Donc, globalement, pour chaque module, au regard de l'auto-évaluation qu'ils auront réalisée, seront proposées des ressources ou voire des orientations vers des personnes ressources pour les accompagner sur les sujets. Sachant que au global, ce qu'il va permettre d'obtenir pour ces employeurs, c'est de réaliser un bilan des actions handicap qui sont mises en œuvre et de progresser en autonomie, éventuellement avec un conseiller. Donc, potentiellement, ils peuvent être réorientés vers la GFIP. Après, ça reste quand même une première analyse avec une approche très, très globale. On ne va pas répondre dans le cadre de cet autodiagnostic handicap à des besoins très précis. À charge aux conseillers aussi, et si c'est nous-mêmes à GFIP, à réorienter, par exemple, si le questionnement relève, et c'est là où il va falloir bien articuler, par exemple, nos missions et nos offres, si ça relève plutôt d'un accompagnement qui pourrait être mené par vous-même, un OPCO, mais dans ce cas-là, à charge de les réorienter dans le cadre de nos partenariats, peut-être sur un de vos outils. Globalement aussi, une petite précision que je souhaitais aussi vous préciser, complémentaire, c'est que cet outil n'a pas vocation à être un outil de labellisation. C'est une idée qui avait émergé il y a maintenant quelques temps et au final elle a été évoquée mais pas retenue car trop complexe à mettre en œuvre sur l'identification des bons critères qui permettraient une labellisation par rapport à d'autres qui ne pourraient l'obtenir. Donc voilà, le souhait, c'est plutôt de proposer un autodiagnostic qui puisse aussi permettre aux employeurs de s'évaluer dans le temps, d'évaluer aussi leurs pratiques d'une année sur l'autre et de voir si leurs pratiques ont évolué, entre guillemets, dans le bon sens, visant à intégrer au mieux les personnes en situation de handicap dans leur politique d'emploi. Je sais pas, après, je suis pas, c'est tout nouveau, donc on n'a pas énormément encore d'éléments non plus sur cet autodiagnostic handicap, mais voilà, si vous avez des questions, on est là aussi pour y répondre. Tu as dit beaucoup de choses, hein, c'est vrai. Et après, si je peux juste compléter, c'est que cet outil il vise vraiment à ce que, en fait, toutes les entreprises, même les entreprises qui ne sont pas assujetties, de prendre en compte donc le handicap dans les pratiques RH de l'entreprise, en fait. Voilà, c'est vraiment… Ok, merci Isa. Du coup, je continue.
On t'a perdu. Oui, il y a un souci. Je sais pas. Et Alors, on voilà, revient, celle-là, la 19, c'est celle qui est encadrée en rouge. Oui, je sais pas comment. Alors. Avec la flèche peut-être sur la gauche, là? Oui, en haut, à gauche. Ah, super, merci Voilà, super. Nathalie. On voit la personne habituée. C'est ça. Pour compléter effectivement cette offre qui est voilà que l'on a commencé, que je viens de vous présenter, on déploie également des modules d'appui à la professionnalisation des MAP qui sont à destination des référents handicap entreprises. Donc, c'est une approche également collective qui peut compléter l'approche individuelle, l'animation que nous menons dans le cadre du réseau des référents handicap. Et cette offre modulaire vise à accompagner les référents handicap des entreprises, prioritairement donc les référents handicap des entreprises qui ont une obligation. Alors, comme vous le savez, les entreprises, depuis 2019, de 250 salariés et plus, ont une obligation d'identifier et de nommer un référent handicap. Et l'objectif, effectivement, de ces modules d'appui à la professionnalisation des référents handicap, c'est vraiment de les accompagner dans leur prise de fonction en leur proposant un premier niveau de connaissance sur le sujet du handicap. Ces modules ont vocation à leur permettre d'acquérir les connaissances de base sur le handicap dans le travail, d'intégrer le sujet du handicap dans les enjeux RH des entreprises, de permettre aux référents handicap de réaliser leur mission auprès des travailleurs handicapés de leur entreprise et de s'approprier les nouvelles mesures légales de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et les nouvelles modalités de déclaration. Comme vous le savez, nous aussi, on est passé en DSN. Donc, de fait, la DOETH et l'obligation d'emploi se fait mensuellement par le biais de la DSN. Et voilà, j'ai fini la présentation sur les maps. On va passer au slide suivant. Et du coup, je vais passer la parole à Nathalie parce que dans le cadre de cette offre de professionnalisation, on déploie aussi, avec Nathalie Bail et dans le cadre de la RAHF, une offre de professionnalisation qui vise aussi à professionnaliser les référents handicap des CFA OFA, qui là aussi, la réforme de l'apprentissage impose l'identification de référents handicap au CFA OFA. Oui, donc en fait, on est un peu en écho en fait de ce qui est réalisé auprès des référents handicap des entreprises. On est un petit peu en écho aussi là pour les référents handicap des CFA. Donc, on est sur le volet là plus. Tout à l'heure, on a vu le volet plus appui individuel dans le cas de la RHF. Donc là, on est plus sur un volet appui collectif, en fait, et qui se décline en gros en deux parties. Il y a des premières actions qui concernent justement ce qu'on appelle la formation socle, donc devenir référent handicap au sein d'un CFA ou d'un OFA. Ils sont désignés, il y a une obligation de désigner un référent, mais désigner un référent, ça veut dire aussi lui apporter, j'allais dire, un peu des billes pour qu'il puisse avoir les bonnes informations pour réaliser sa mission au sein du CFA. Donc là, il y a des formations qui sont proposées donc à toute personne qui est nouvellement désignée dans un CFA ou dans un OFA en tant que référent handicap. Donc ces formations sont organisées sur 2 journées consécutives. Donc actuellement, elles sont réalisées en distanciel, hein, donc ce qui nous permet de maintenir quand même les sessions de formation là depuis 1 an. Donc l'objectif de ces formations, un peu comme vous venez de le dire, Nadine, pour les référents handicap des entreprises, là, c'est l'idée aussi de pouvoir leur permettre d'aborder déjà avec la notion de handicap et d'avoir des connaissances un petit peu sur cette notion de la problématique du handicap et les différentes catégories de handicap, mais aussi et surtout informer aussi les référents handicap afin qu'ils puissent au mieux accueillir et conseiller les personnes, justement, en particulier sur les droits que ces personnes peuvent avoir dans le cadre de leur formation, de leur apprentissage, et en particulier en termes de compensation de leur situation de handicap. Donc l'idée de ces formations, c'est d'informer sur les différents acteurs qui interviennent dans le champ du handicap, et également les différentes aides et prestations donc, qui peuvent être mobilisées pour les apprentis en situation de handicap.
Et l'idée aussi, ça c'est l'objet de la deuxième journée de formation, c'est de travailler sur c'est quoi être référent handicap au sein d'un CFA. Donc travailler sur les missions attendues des référents handicap et aussi leur fournir des outils pour qu'ils mettent en œuvre justement leur mission de référent. Je parlais tout à l'heure dans le cadre de l'appui individuel, la première situation c'était de repérer une situation de handicap. Ça on le travaille beaucoup avec les CFA pour qu'ils puissent le plus en amont possible repérer les situations potentielles de handicap. Parce que comme le disait Valérie Daudini tout à l'heure, il n'y a pas toujours de référent de parcours, en fait, pour les personnes qui rentrent en apprentissage. Ils peuvent venir de la voie scolaire, par exemple, et avoir été accompagnés, bénéficier d'une aide humaine, d'une AVS pendant en milieu scolaire. Et quand ils arrivent en apprentissage, voilà, il faut essayer de… Et ce qui peut être difficile, et ça rejoint un petit peu aussi la question que j'avais sur la temporalité de l'évaluation tout à l'heure, des besoins de compensation, ils n'ont pas toujours aussi une reconnaissance administrative de leur handicap. Donc, ça veut dire repérer des situations potentielles pour que les référents, soient aussi référents handicap du CFA, soient à même de les informer, d'aller vers cette reconnaissance du handicap pour pouvoir, qui va leur permettre ensuite de justement pouvoir bénéficier des aides et des prestations. Donc, ça, c'est des choses qu'on travaille beaucoup dans le cadre de la mission des référents. Il y a entre autres cette mission de repérer les situations de handicap, mais bien évidemment aussi de pouvoir ensuite accueillir et accompagner tout au long du parcours de formation l'apprenti en situation de handicap. Donc au final, suite à ces 2 journées, normalement, ils ont les éléments d'information et les outils pour mettre en œuvre leur mission au sein des CFA. Donc, complémentairement, sont également proposés ce qu'on appelle nous donc, des ateliers de professionnalisation. Donc ces ateliers de professionnalisation, ils sont à destination là, des référents handicap, aussi des CFA et des OFA, à partir du moment où ils ont suivi la formation socle ou alors qu'ils ont exercé déjà leur mission de référent sur une période qu'on juge un peu pertinente en fait, parce que là l'idée c'est dans ces ateliers, c'est justement de les professionnaliser, c'est-à-dire d'aller encore plus loin. Donc on travaille dans le cadre d'échanges de pratiques où ils échangent entre pairs également, là, comme le disait Nadine tout à l'heure, sur leurs pratiques de référent handicap. On voit les difficultés aussi qu'ils peuvent rencontrer pour essayer de trouver des solutions. Voilà, c'est l'enjeu un peu de ces ateliers, mais aussi d'aller plus loin et de les faire, on leur fournit des outils aussi qui vont les aider, je pense, dans le cadre de l'évaluation des besoins en compensation, pour qu'ils puissent repérer, donc en fonction des types de handicap, les différentes adaptations potentielles qu'on peut mettre en place, comme je vous le disais tout à l'heure, que ce soit organisationnel, pédagogique, technique, humaine, voilà, pour qu'ils aient une visibilité, j'allais dire, un peu large et complémentaire des différentes adaptations. Voilà, et l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir aussi acquérir des outils et des méthodes, parce qu'on travaille aussi là dans ces ateliers pour qu'ils puissent développer en interne, au-delà de leur seule mission de référent, pouvoir associer au sein même du CFA d'autres personnes, en particulier des membres de la direction et des responsables pédagogiques, voilà, dans l'idée de construire aussi un plan d'action pour développer l'accessibilité des formations. Donc là, on n'est plus sur une approche trop individuelle de l'accueil des publics, mais plus pour qu'ils aient une réflexion plus méta, j'allais dire, sur comment développer l'accessibilité de leur offre de formation à tout public en situation de handicap, en termes d'ingénierie de formation et en termes d'ingénierie pédagogique. Donc on va un peu plus loin, j'allais dire, que ce qu'on peut voir dans le cadre de la formation. Là, c'est vraiment l'idée de les professionnaliser dans leur mission. Du coup, on vous a présenté aussi pas mal d'informations, un peu d'un bloc. Est-ce que vous avez des questions, des précisions à nous demander? Pour une information, ce n'est pas une question, mais merci parce que c'est une présentation qui est très riche. Et je retiens bien également un des axes d'accompagnement sur les aspects sectoriels ou territoriaux. Ça, on approfondira, je pense qu'on approfondira, puisque comme tous les OPCO, on a des périmètres qui sont maintenant très larges depuis 2 ans, donc 20 branches professionnelles. Donc il y a certainement des choses à creuser de manière plus micro. Merci. Vous êtes en train de nous faire le lien
vers la, la séquence suivante parce qu'effectivement, alors je ne sais pas, je prends la parole, mais peut-être qu'il y a… non, je ne pense pas spécialement. J'ai vu Lydia Peuch qui nous a envoyé un petit message dans le chat, merci. Du coup, effectivement… À Laurence? Ouais, Nadine, je ne sais pas. Hop, voilà. Vous me voyez, vous m'entendez ou pas? Oui, parfaitement. Ok, super. Juste, oui, écoutez, merci beaucoup pour toute cette présentation. Donc, moi, au niveau de l'OPCO-EP, je reprends un peu le flambeau sur la GFIP avec Virginie Cherrier qui est intervenue au niveau technique à différentes reprises lors de la réunion. Là. Par contre, c'est vraiment cependant la côté entreprise, tous les accompagnements, diagnostics et tout, c'est très, très, très intéressant. Et j'avais une question un petit peu par rapport aux formations qui sont mises en place sur les référents, pour les référents handicap dans les CFA. Il y a des sessions qui ont déjà été faites, il y a eu des retours, des évaluations où vous êtes vraiment aux prémices et les choses sont en cours. Alors pour les évaluations, je laisserai peut-être répondre la GFI parce que je serai un petit peu gênée. Bon. Mais les sessions, on les fait depuis longtemps en fait. C'est-à-dire que il y a dans le réseau, parce qu'il y a à la fois les CFA, il y a aussi des organismes de formation. Oui. Qui accueillent des stagiaires de la formation professionnelle qui bénéficient aussi de ces formations. Mais ces formations auprès des référents handicap des CFA, elles ont lieu avant même la fusion des régions, en fait. Il y avait des formations qui étaient proposées sur la région Occitanie et sur la région Languedoc-Roussillon, d'ailleurs. Donc, depuis 2008, j'allais dire que c'était, je crois, au départ. Moi, je n'y étais pas au départ, mais je suis arrivée en 2012. Mais elles sont réalisées. Il y a des sessions tous les mois. Donc, normalement, il y a une session à la fois à Montpellier et à Toulouse. Donc, chaque mois, là, on est en train d'en mettre en place davantage parce qu'on a beaucoup de demandes, bon, à la fois des CFA, mais aussi des organismes de formation qui sont engagés dans la démarche qualité, la démarche Calliope, qui nous font aussi des demandes pour se professionnaliser. Donc, c'est quelque chose qui est en œuvre et qui se met, il y a des formations régulières, en fait. Oui. On répond aux demandes, en tout cas. Oui, d'accord. Mais j'imagine que vous l'avez adapté par rapport, le contenu a été adapté parce qu'effectivement, les référents handicap, nous, on achète régulièrement des formations, notamment dans le cadre des dispositifs comme les POEC. Effectivement, on a toujours des référents handicap qui sont cités parce que nous, en plus, on a des objectifs. En tout cas, on fixe des objectifs aux prestataires pour qu'il y ait des publics travailleurs handicapés dans le cadre de nos POEC. Effectivement, on sait que ces référents, ils existent, etc. Mais là, par rapport aux contraintes et à l'organisation nouvelle des choses, j'imagine que les contenus ont été adaptés ou en tout cas oui, par rapport… C'est tout à fait ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que notre offre de professionnalisation, comme cela vous a été présenté, elle s'appuie sur deux volets. Il y a la formation socle, dont parle Nathalie Bail, qui est plus ancienne, antérieure, voilà, depuis 2008, etc., qui avait été initiée en Midi-Pyrénées, avant même la fusion des deux régions, et qui, elle, s'adresse tant aux OF qu'aux CFA, aux FA, d'accord. Par contre, ce qui est nouveau, et en lien avec la réforme et toutes les nouveautés, effectivement, c'est qu'à compter, mais là seulement de fin 2020, c'est beaucoup plus récent, on a mis en place les fameux ateliers de professionnalisation qui, là, sont spécifiquement dédiés aux référents handicap au sein des CFA et des OFA, puisque bien sûr, on ne peut pas exclure les OFA maintenant. Donc, voilà. Donc là, effectivement, sur 2020, on a commencé tardivement, compte tenu de l'année toute particulière de 2020. On aurait aimé commencer plus tôt, mais du coup, on a mis en place les premiers ateliers en décembre de mémoire. Et par contre, ça s'est prolongé depuis le début 2021. Alors là, je vais parler sur le contrôle de mes collègues. Je crois qu'il y a eu 3 ateliers mis en place depuis 4. Voilà. 4 ateliers. Voilà. Alors, Nathalie, à peu près 55, une cinquantaine de CFA qui ont participé. Voilà.
Donc, ce qu'on peut dire en termes de retour de satisfaction, donc oui, on fait des enquêtes de satisfaction systématiquement. Déjà, ça a rencontré son public, puisqu'on a quand même, vous le voyez déjà, une 50aine de référents qui ont été professionnalisés, voilà, pratiquement de la formation. Et on a des très bons. Nathalie n'osait pas le dire parce qu'elle elle porte largement ces ateliers. On les co-anime. La formation socle initiale, elle est uniquement délivrée par Nathalie Bail. Les ateliers de professionnalisation, on les co-anime RHF et AGFIP, d'accord? Donc, toutes les personnes que vous avez autour de la table, mes collègues Muriel, Isabelle et Nadine. Et effectivement, pour l'instant, je touche du bois, on a des très très bons taux de satisfaction. Et surtout, au-delà des taux de satisfaction, on a aussi, on leur demande de nous faire un retour sur ce dont ils auraient besoin en plus, potentiellement. Donc là, on aimerait, sur 2021, mettre en place quelque chose de nouveau encore. C'est à côté des ateliers de professionnalisation, construire une sorte de réseau des référents handicap au sein des CFA et leur proposer une animation régulière sur différentes thématiques, et qui serait une animation ouverte à d'autres interventions, et où on pourrait imaginer l'intervention d'OPCO, parce qu'on a identifié qu'effectivement, pour certains, j'imagine, et je le sais, vous avez tous engagé déjà des actions proactives en direction des CFA, en tout cas des CFA principaux de vos branches, mais pour autant, nous, on se rend compte à travers leur remontée que pour certains référents handicap CFA, ils ont encore une méconnaissance des OPCO, du fonctionnement, de comment ça va se passer, etc. Donc, vous voyez, par rapport à cette innovation, on pourrait imaginer des interventions d'OPCO, on pourrait imaginer des interventions aussi d'autres acteurs. On a eu déjà des demandes, des sollicitations d'acteurs du maintien dans l'emploi pour sécuriser les contrats d'apprentissage. La CARSAT aimerait pouvoir s'adresser aussi au CFA. Enfin, vous voyez, on va essayer de proposer une animation un peu complémentaire. On sait qu'on a aussi un sujet d'information et de mobilisation des directeurs de CFA, parce que c'est très important. C'est vrai que c'est une nouvelle mission qui incombe à ces référents handicap, mais le nœud du problème, ça peut être le temps qui leur est accordé aussi. Vous connaissez aussi bien le sujet au vu de l'ensemble des sujets que vous avez à couvrir dans les OPCO. Donc voilà, on a quelques actions complémentaires qu'on va mettre au fur et à mesure, mais en tout cas sur les ateliers de professionnalisation, pour l'instant, très bon retour. Alors consolider, je ne sais pas vous dire le pourcentage de taux de satisfaction, Nathalie l'a peut-être en tête, mais voilà, c'est des retours très positifs. Le contenu est très intéressant. En tout cas, là, je regarde, alors pas forcément sur le contrat d'apprentissage, mais par rapport aux achats de formation par ailleurs qu'on peut faire nous. Je voulais savoir si, à l'issue de la formation, ils avaient une certification, une labellisation, formation AGFIP ou RHF. Enfin, voilà. Si ça pouvait, est-ce que le CFA peut valoriser le suivi de cette formation et comment peuvent-ils le faire? Est-ce que nous, on peut les identifier quand on achète ou même quand on travaille avec eux sur des campagnes d'apprentissage? Voilà, c'est intéressant parce qu'il y a quand même une certaine professionnalisation des acteurs, parce que bon, tout le monde peut se dire référent travailleurs handicapés, mais après, sur le terrain, voilà, quand on a les outils, qu'on est impliqué, forcément, ça marche et ça fonctionne mieux. C'est le but, j'imagine, de vos formations. Donc, est-ce que effectivement, les bénéficiaires, ou en tout cas les CFA qui ont fait suivre cette formation à leur référent handicap, peuvent le valoriser, et comment ils le valorisent par une attestation? Oui, voilà, il y a une attestation. Alors, il n'y a pas une… Il y a une attestation qui leur est délivrée systématiquement à l'issue de la formation. Donc, il attestent qu'ils ont participé à cette formation, de devenir référents. Et c'est aussi le cas quand ils participent aux ateliers de professionnalisation. On leur fait des attestations de participation également. Et on les inscrit ensuite dans ce qu'on appelle un annuaire des référents handicap de la région Occitanie. Donc, une fois qu'ils ont suivi la formation, ils sont systématiquement inscrits. Donc, ce qui nous constitue, nous, notre réseau, en fait, de référents handicap.
faire. Et on a d'ailleurs actualisé, parce que là aussi, il peut y avoir du turnover aussi. Alors, pas, moins au niveau des CFA que des organismes de formation. Ça bouge moins, mais bon, ça peut bouger aussi. Donc, on actualise régulièrement cet annuaire. On vient de terminer l'actualisation, là. Et donc, on a possibilité, et on aura possibilité de diffuser aussi cet annuaire. Donc, ça pourrait être quelque chose, je ne sais pas, là, je m'en réfère à Valérie Dodini, mais on leur a demandé l'autorisation de pouvoir ou non donner leurs coordonnées. Donc là, on peut diffuser l'annuaire avec la présence de leurs coordonnées ou pas s'ils l'ont souhaité. Donc c'est un annuaire maintenant qui est diffusable. Donc ça peut être quelque chose aussi qui peut être un outil pour vous. En effet, là c'est la GFIP qui… je sors de mon… Mais peut-être que voilà, ça sera utile que vous ayez l'annuaire des référents, en fait, qu'on va actualiser tous les mois en fonction de… on va le mettre en ligne, je pense, et puis l'actualiser tous les mois en fonction des formations qui suivront. Ouais, alors, sur la diffusion de l'annuaire, c'est une proposition en direct. Il faut qu'on regarde ça un peu précisément et qu'on voit, mais a priori, s'ils ont été consultés, on est sûr que côté RGPD, ça ne pose pas de problème. Oui. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, voilà, déjà, sachez qu'on délivre ces attestations. Alors, ça ne vaut pas certification parce que les seules vraies certifications, hein, ce sont Calliope et Certifrégion, hein, qui est une certification qui a été homologuée aussi nationalement. Et qui va s'appliquer aussi au CFA, bien sûr. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça vous donne effectivement des points de repère, effectivement, par rapport à vos contractualisations et vos procédures d'achat, puisque vous êtes sûr que, du coup, ils ont été formés. C'est clair que c'est un plus. C'est peut-être un argument que vous pouvez donner aux directeurs des CFA en leur disant que effectivement c'est un gage de qualité, en tout cas par rapport au process d'accompagnement des travailleurs handicapés. Voilà. Tout à fait. On vous remercie de nous sauter cette idée. Tout à fait. Tout à fait. Et sachez qu'effectivement, au moins pour certaines régions, ça fait partie des éléments qui sont demandés, c'est-à-dire que c'est un plus pour obtenir la certification d'être passé par la formation AGFIP. C'est obligatoire. Voilà, voilà. Ouais. C'est carrément obligatoire. C'est obligatoire, oui. Voilà. Donc ça veut dire s'ils ont le certif région, c'est qu'ils ont suivi la formation. Oui. Ok. Voilà. Vous allez très loin sur cette certification dans les items concernant le public en situation de handicap, et donc du coup, on a un accord effectivement avec le conseil régional par rapport à ça. Voilà. Ok, merci. Et juste, j'anticipe sur une piste de collaboration, parce que on a fait précédemment avec certains OPCO avec lesquels, OPCA puis OPCO avec lesquels on travaillait. On peut intervenir, bien sûr, auprès des entreprises adhérentes que vous accompagnez, aussi pour passer de l'information, mais on a également, dans le passé, avec certains OPCO, nous sommes également intervenus auprès des OF avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Justement. Avec AGFOS et du coup avec Laurence. Oui. C'est quelque chose qu'on a pu faire. Avec un autre OPCO aussi, mais je ne veux pas dire de bêtises. Et donc voilà, c'est aussi le moyen de passer conjointement, vous voyez, vous et nous, un message de l'intérêt d'aller vers la formation, de savoir qu'on a une démarche qui est partagée, une attention particulière sur l'accueil de ce public, etc., etc. Voilà. Ça peut être des choses qui peuvent nourrir les fameux plans d'action dont je vous parlais, coopération que j'évoquais en démarrage. Je l'avais un peu derrière la tête, en tout cas pour ma part. Ben, la transition est toute faite. Merci Valérie. On va faire du coup à deux. C'est vrai que l'objectif effectivement de ce temps, on a souhaité en profiter comme vous étiez réunis aujourd'hui, d'en profiter pour aborder effectivement les pistes de collaboration. Mais là, c'est plutôt au global pour vous présenter de manière non exhaustive des pistes qu'on pourrait envisager avec vous. Et comme le présentait Valérie en introduction,
production. Ça peut être de la collaboration par rapport à des actions spécifiques sur un secteur, une thématique. Ça peut être quelque chose d'un peu plus construit dans le sens que ça peut être vraiment un partenariat que l'on précise dans le cadre d'une convention qui peut aller même jusqu'à de l'appui par de l'appui d'aide financière. Mais globalement, l'objectif, effectivement, c'est de ces collaboration qui pourrait être envisageable, c'est de renforcer effectivement l'articulation, la synergie de nos offres respectives, de nos offres de services respectives pour répondre aux besoins des employeurs. Globalement, effectivement, là, on vient de vous proposer et vous préciser tant ce que nous, on peut proposer pour renforcer la sécurisation des parcours des personnes en situation de handicap que pour renforcer l'engagement des entreprises et des branches sur le sujet du handicap. Et effectivement, un enjeu fort tant pour vous que pour nous, c'est le développement par rapport à la sécurisation des parcours d'actions qui visent à soutenir l'alternance. Et alors, quand on parle d'alternance, bien entendu, c'est tant l'apprentissage que la professionnalisation. Et justement, Laurence, à l'instant, en parlait, on peut travailler sur des actions en amont pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap en alternance, et c'est travailler sur des actions en amont. Ça peut être travailler sur des POEC, travailler sur des prépas alternance, sur des actions effectivement qui vont favoriser cette embauche en alternance. Également, il y a tout le pan de collaboration concernant l'alternance, et comme l'a présenté Nathalie également avec Isabelle, sur cette nouvelle réforme qui concerne l'apprentissage, d'accompagnement des CFA et d'accompagnement des personnes en alternance qui sont déjà engagées dans un contrat en alternance. Et sachant que la RHF va bien entendu accompagner prioritairement la personne dans le cadre de l'organisme de formation du CFA, mais également elle va pouvoir faire le lien aussi avec l'entreprise, avec le maître d'apprentissage. Et là aussi, il peut y avoir un sujet de formation du maître d'apprentissage, de formation des tuteurs dans le cadre de contrats de professionnalisation. Donc effectivement, alors je ne vais pas pouvoir être complètement exhaustif, mais il y a de nombreuses pistes que l'on peut aborder avec vous. Bien entendu, tout ceci passe par de l'information, de la professionnalisation, information respective des actions qu'on peut mener et comment on pourrait y intégrer effectivement un indicateur handicap. Donc, c'est effectivement faciliter aussi le relais entre les acteurs et aussi nos deux structures, tant OPCO que voilà, avec la GFIP. Il peut y avoir aussi un sujet sur la facilitation des transitions professionnelles. Globalement, comme vous le disiez, Monsieur Roussel, effectivement, maintenant, vous avez des périmètres très, très élargis avec de nombreuses branches. Donc, il peut y avoir également, au regard aussi de besoins identifiés ou de problématiques de maintien, de favoriser des passages inter-entreprises, voire de travailler sur de l'interbranche, sur des actions interbranches. Donc, effectivement, il y a voilà, énormément d'actions possibles. Et aussi, pour en revenir sur ce périmètre élargi, bien entendu, alors si on bascule plutôt sur l'axe mobilisation des entreprises et des branches, mais travailler sur des plans d'action qui pourraient être sectoriels pour améliorer effectivement le fait d'intégrer, d'inclure le sujet du handicap de manière pérenne dans les différents dispositifs. Donc peut-être Valérie, je ne sais pas si tu souhaites rajouter quelque chose. C'est tout à fait complet. C'est surtout voilà, vous faire percevoir que déjà on est à votre disposition. Ça, c'est une première chose. Que aujourd'hui, c'est une première étape en fait. Hein, alors même si pour certains on se connaît déjà, hein, mais voilà, c'est une première étape en collectif. Mais l'idée, c'est de pouvoir, en fonction de vos besoins, de vos appétences, etc., d'avancer aussi en bilatéral avec vos structures pour voir comment justement on pourrait collaborer. Et voilà. En gros, on vous laisse la parole maintenant.
On a déjà démarré, alors je sais que Pauline Palassin de l'Opcommerce est présente. C'est vrai qu'on a commencé justement à travailler justement sur une future collaboration, donc sur différents axes. Rien n'est finalisé pour l'instant, mais c'est en cours. Je crois qu'en plus, tu as une seconde action aussi avec Lydia Pêche, c'est ça, de l'AFDAS? Avec l'AFDAS, mais pour effectivement qu'on puisse programmer un échange justement sur le sujet. Ça n'a pas été fait. On n'a pas réellement démarré comme l'Opcommerce. C'est vrai que c'est un bon exemple aussi je vous disais, on peut tout envisager comme degré de partenariat. C'est un bon exemple, le partenariat qu'on a avec l'AFDAS. Vous disiez, on peut très bien travailler sur une action très opérationnelle, très ponctuelle. Avec l'AFDAS au jour d'aujourd'hui, on travaille ensemble par rapport à l'organisation de la future Coupe du Monde de rugby, vous voyez, qui va permettre justement en tout cas, on travaille collectivement à ce que des personnes en situation de handicap puissent bénéficier de la manne d'emploi que ça va ouvrir, hein, entre guillemets. Mais comme on sait qu'il ne s'agit pas de… Il faut les accompagner hein, dans cette démarche sur ces métiers du sport. Et donc, on participe collectivement au montage de tout un parcours de formation pour les emmener vers ces métiers. D'accord ? Donc là, c'est vraiment une action vraiment très, très particulière. Mais à une autre échelle, on peut collaborer sur le montage de POC, vous voyez ce que je veux dire, hein, sans attendre une Coupe du Monde de rugby. Mais pour autant, comme le disait Isabelle, au-delà de cette action ponctuelle, qui a initié le partenariat, l'enjeu, c'est de pouvoir aussi échanger plus avant sur d'autres perspectives de collaboration. Mais vous voyez, on peut tout imaginer, comme précédemment avec Feu GEFOS PME ou Feu Opcalia, on avait des conventions, globalisant différentes actions, hein, plus dans l'esprit de ce que je vous disais, feuille de route transversale, pour développer le nombre de contrats en alternance. Et voilà, et là, c'était des conventions plus structurées qu'on avait avec ces deux OPCA. Et voilà, donc là, il faut un peu revoir tout ça. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans vos structures, il y a eu beaucoup d'évolutions dans notre structure en lien avec les réformes qui se sont mises en place. On a beaucoup étoffé l'offre, vous l'avez vu. Et voilà, on est preneur aussi de découvrir vos fonctionnements, parce que vous l'avez vu, hein, au gré de nos échanges au début, hein, Madame Cherrier, Monsieur Roussel, vous nous avez aussi outillés, parce que nous-mêmes, on ne sait pas par contre de votre côté, dans le détail, comment ça marche, voilà, comment vous comptez financer, en combien de fois, etc. Il y a un sujet aussi pour nous d'acculturation par rapport à vos modes de fonctionnement, à l'étendue de votre offre, à l'étendue des branches que vous couvrez, parce que voilà, là, les paysages ont été totalement revus. Donc, voilà. Alors, Pardon, je rebondis du coup sur ce qui a été dit par Madame Dodini, donc Lydia Puech de l'AFDAS. En effet, nous avons démarré une collaboration avec un gros événement, donc qui est la Coupe du Monde de rugby. C'est un début de collaboration et l'objectif, en effet, c'est bien d'aller plus loin dans cette collaboration. Donc, c'est vrai que là, les derniers mois, côté AFDAS Occitanie, c'était assez intense puisque bon, il y a eu un petit peu de changement dans notre organisation. Donc, c'est prévu, je vais me rapprocher d'Isabelle Picard pour qu'on entame qu'on continue notre collaboration de façon plus, on va dire, sur quelque chose de durable et non pas que sur quelque chose de ponctuel comme la Coupe du Monde de rugby. Mais en effet, c'est bien l'objectif aujourd'hui d'aller, moi je suis ancienne Opcalia, donc je connaissais bien la convention AGFIP et on était déjà beaucoup sensibilisés sur le sujet. Aujourd'hui à l'AFDAS, on a un travail à faire là-dessus et voilà, je reviendrai très vite vers Isabelle. Je prends la suite de Lydia, du coup. Alors moi aussi, je suis une ancienne d'Opcalia, Pauline Palassin.
Et justement, par rapport on a organisé avec Isabelle, on s'est fait deux sessions de travail justement en travaillant sur les différents axes de la convention AGFIP qu'il y a au national. Et moi, je trouve que justement, ce partage-là était très intéressant. Et ça permet vraiment de mettre en exergue plusieurs axes, plusieurs actions très opérationnelles hein, sur lesquelles on peut travailler ensemble. Donc là, Isabelle, je ne suis pas encore revenue vers toi parce que je dois faire valider, comme tu sais, différents chiffres par mon délégué. Mais c'est en pourparlers justement et on y travaille nous demain après-midi. Donc je reviendrai vers toi a priori la semaine prochaine si tu n'es pas en congé. Non, je suis pas en congé. Bon, ben, je te ferai du coup une proposition d'un créneau pour qu'on puisse en reparler ensemble. Ok, merci Pauline. Voilà, avec plaisir. Et sachant qu'effectivement, c'est une précision importante que vient d'apporter Pauline Palassin, puisque, alors, selon effectivement les structures, il peut y avoir des partenariats nationaux aussi conclus avec la GFIP. Donc, effectivement, quand on avance sur des partenariats régionaux, on fait en sorte, bien sûr, d'intervenir en complémentarité de déjà ce qui est prévu au titre du partenariat national, évidemment. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est… Par contre, pour autant, oui. je le dis aussi pour les autres OPCO, on peut avancer sur des partenariats régionaux, même quand des partenariats nationaux n'ont pas été conclus avec la GFIP nationale. Voilà. Mais quand c'est le cas, bien sûr, en jouant la complémentarité. Oui, en fait, l'idée, c'est en fonction des axes nationaux, du coup, je rebondis sur ce que vous dites, Madame Daudini, c'est de faire en sorte que ça puisse se mettre en place en fonction des territoires, hein, puisque on part toujours de la convention nationale. Hein, donc là, il y en a une qui a bien été signée pour l'OPCommerce et chaque délégation régionale va adapter en fonction de son territoire, de ses bassins d'emploi, etc. Sur des axes spécifiques, sur des partenariats en fonction de la volonté des branches, entre autres choses. Donc, en effet, c'est exactement ce que vous dites. Nous, on part de ce qui a été convenu au national et on le décline en fonction des besoins et des axes prioritaires de la délégation de la région Occitanie. Voilà. Laurence Mainvieille, donc au COEP. Écoutez, nous sommes prêts à revoir une convention avec la GFIP sur les différentes axes que vous avez évoqués, que ce soit sur le contrat d'apprentissage, sur la professionnalisation des référents handicap, c'est des choses qui sont intéressantes. Et puis, il faut creuser par rapport à ce qu'on faisait avant et ce qu'on pourrait faire maintenant. Comment on procède? Il y a une personne en particulier d'abord pour juste qu'on ait un échange, c'est un premier échange quand même, hein, pour reprendre contact. Alors, Laurence, vous êtes une parfaite animatrice. Du coup, on va basculer sur la dernière. Pourtant, on aurait pu. On ne s'était pas calé. Donc, effectivement, c'est organisé en interne. Peut-être, je sais pas, mes collègues veulent le présenter. Donc, on vous transmettra le support avec, on va dire, un interlocuteur privilégié. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaillera pas à plusieurs aussi sur ce partenariat. Mais globalement, pour faciliter effectivement les échanges, c'était d'identifier une personne, entre guillemets, à contacter en priorité. Pardon, excusez-moi, je viens de voir là sur nous contacter qu'il y a une erreur sur la dernière slide. On a modifié, c'est donc est-ce que je peux le modifier là? En tout cas, on vous enverra le bon. Donc pour l'interlocuteur, hein, donc Isabelle Picard, elle a donc Ocapia. Tu me diras si c'est bon, hein, Isabelle. Constructis, OPCO Commerce et OPCO EP. Muriel, on le modifiera et on enverra le C'est vrai que c'est important parce qu'on avait revu ce dernier slide, on l'a revu hier, et apparemment il y a un petit loupé. Donc, pour que vous ayez bien un point d'entrée privilégié, parce que là, du coup, on retrouve plusieurs, parce que mes collègues peuvent peut-être amener à travailler en binôme, mais pour que ça soit facilitant pour vous, on vous donnera un point d'entrée privilégié.
Donc, on fera en sorte dans l'envoi du compte rendu, enfin, en guide de compte rendu, l'envoi du support avec le bon slide. Et effectivement, le but, donc je vous le disais, n'hésitez pas à ressolliciter postérieurement à cet échange. Donc, je vous remercie parce que j'ai trouvé qu'il était très riche. Donc, n'hésitez pas à ressolliciter mes collègues, à faire courroie de distribution aussi au sein de vos structures avec des collègues, vos directeurs, etc., pour en échanger. Et voilà, on est vraiment à votre disposition.